Hello Sidechick, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'ai préparé un épisode compile spécial santé féminine parce que on en a reçu des experts et des expertes dans les dernières années et en réécoutant les épisodes pour faire les compiles, je me suis rendu compte à quel point qu'on oublie parfois l'essentiel. Hein? C'est normal, notre cerveau, c'est une faculté qui oublie. Donc, ça fait plaisir. Je t'ai remis ici des épisodes fort intéressants. Soit, d'abord, on parle de la santé de notre périnée. Donc, les habitudes de vie, notre posture, tout ce qui va venir impacter la santé de notre plancher pelvien. Par la suite, on parle de tout ce qui a trait aux hormones, produits de consommation courante, les choses qui viennent affecter nos débalancements, nos hormones en fait, mais qui va créer des débalancements hormonaux, des problèmes de peau, perte de cheveux. Là, ici, c'est drôle parce qu'avec la lumière, on voit mes petits baby hair parce que j'ai eu des débalancements hormonaux dans les dernières années. Ce n'est plus un secret. Donc voilà, on en parle de fond en comble avec Julie. Et pour terminer, avec Joanie, on parle de comment vivre en diapason avec son cycle menstruel. Parce que oui, mesdames, nous avons 4 saisons à l'intérieur de notre corps et nous avons tout. C'est tout à notre avantage, en fait, de vivre en diapason avec celle-ci. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. Et là, prenez des notes, là. Faites pas comme moi. Prenez des notes et appliquez les conseils de nos experts. Ciao! Qu'est-ce qui peut influencer la santé hormonale ou la balance, la production optimale des hormones? Quand on regarde vraiment juste notre mode de vie, on a notre alimentation. Mm-hmm. Donc, dans l'alimentation, c'est comment est-ce qu'on peut apporter à notre corps les minéraux, les nutriments qui peuvent supporter la production, dans le fond, des hormones. Par la suite, on a un concept qu'on pourrait aller un peu plus en détail dedans, mais c'est l'idée de balancer son taux de sucre. Mm-hmm. D'une autre façon de dire... Oui, on va y aller de façon très détaillée. Dis la fille qui vient de dîner avec un gros biscuit au pupitre de chocolat. Ça, en grande ligne, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut avoir une alimentation qui contient, oui, des protéines, des fibres, des bons gras et des glucides, en une certaine proportion pour que notre glycémie, notre taux de sang puisse être plus... balancer ou éviter des espèces de taux de sucre, des pics de sucre, puis après des crashs de sucre, parce que c'est très stressant pour le corps, mais aussi ça stimule une autre hormone qu'on appelle l'insuline, qui peut avoir beaucoup d'effets sur nos ovaires, sur notre fertilité. Sur le poids aussi. Oui, exactement, le poids et les conséquences de maladies chroniques, comme le prédiabète, le diabète, etc. C'est dans ma pratique personnelle, disons, j'ai quelqu'un qui vient pour leur aider avec le prédiabète, au cholestérol, quelque chose. Vu que ça implique l'hormone l'insuline, souvent leur cycle menstruel est déréglé aussi. Il y a comme, sinon, ils ont comme le syndrome prémenstruel très fort. Fait qu'en balançant leur taux de sucre à travers leur nutrition, vraiment, toutes les différentes conditions que je viens de nommer, ça s'améliore. Fait que ça, c'est au niveau de l'alimentation et aussi tout le côté inflammatoire, les aliments inflammatoires, qui peut nuire à notre santé hormonale. On a aussi le stress qui peut vraiment perturber. Qui est toujours là. Parce que, si on pense, l'idée, c'est... dans le temps préhistorique, là, quand le corps il se sentait en danger ou vraiment il y avait un ours, un animal quelconque. Un mammouth! Exactement. Notre corps, il voit le mammouth. Après, le cerveau envoie un signal à nos surrénales qui va produire l'hormone de stress, cortisol. Cortisol, c'est une super belle hormone utile qui va nous aider soit à combattre le mammouth ou fuir. Mais en même temps, quand on a des niveaux élevés de cortisol, notre corps est intelligent. Il va dire à notre système reproductrice ou notre système digestif de « Hey, on va mettre une petite pause parce qu'en ce moment, c'est pas important de digérer ton lunch, c'est pas important de faire un bébé, il faut fuir le mammouth. » Fait que fast forward à maintenant, que ce soit le corps n'est pas capable de différencier entre un stress psychologique ou un stress physique, comme voir un ours durant sa promenade. Ou... Ça reste un stress, peu importe d'où il vient, c'est un stress. Fait que le corps, il va envoyer un signal à nos surrénales et le cortisol, il augmente et pas le corps, il réinterprète encore ce message de « Oh,
on est en danger, il ne faut pas bien digérer notre nourriture, il ne faut pas ovuler, parce qu'il n'y a pas le temps de tomber enceinte. Okay. Fait que cette espèce de, je vais dire la pandémie, là, mais c'est hallucinant comment il y a de plus en plus de personnes qui ont la difficulté à tomber enceinte, à avoir, la fertilité est de plus en plus fragilisée. C'est sûr que le fait qu'on est dans une société de plus en plus stressée et stressante, clairement, il y a un impact collatéral qui est là c'est évident. Oui, exactement. Clairement. OK. Puis ça peut venir, le stress peut également, en plus, débalancer tout ce qui est hormones. Exactement. Est-ce que c'est juste sur cette hormone-là qu'il y a un enjeu? Non, aussi, sur la thyroïde, ça peut jouer dessus. Et en fait, sur l'autre hormone que je disais tantôt, l'insuline, que ça va le diminuer aussi. Et donc, et quand aussi, juste quand je parle de stress, on avait parlé de stress psychologique, stress physique, de voir un mammouth, mais aussi le stress de... pas pour toutes les femmes, mais certaines femmes faire des exercices à haute intensité, comme les HIIT, les bootcamps, les choses comme ça, c'est pas la meilleure chose pour leur corps. Fait que, disons, dans une société un peu... Bien, diète, oui, mais même si t'es comme pas diète, mais tu veux aller, on est des femmes full ambitieuses, on va aller à fond dans nos exercices, mais faire trop souvent des exercices à haute intensité, chez certains corps n'aiment pas ça. Est-ce que ça stimule aussi le stress? Mais comment on fait pour le savoir? Comment on fait pour savoir que ça, c'est bon pour moi? Tu te remettre en question, non? Ben non, mais c'est parce que moi, je fais du HIIT. J'en fais pas si souvent, je le fais une fois semaine, mais c'est ma fois, Puis que ce soit le HIIT, que ce soit le hot bar, que ce soit... Peu importe le sport que je fais, j'y vais vraiment toujours très intensément parce que... J'aime les extrêmes. C'est ma personnalité. Je fais les choses au complet. Mais là, comment je fais pour savoir si, au final, ce que je crois à mon... cette espèce de sentiment... Ce que tu fais pour te faire du bien. Finalement, me nuit. Oui, c'est ça. Parce que moi, je sors de là, puis j'ai un sentiment, veux pas, c'est les endorphines qui embarquent après et tout ça. Donc, je suis comme, ça m'a tellement fait du bien. Mais finalement, comment je peux faire pour savoir si c'est bon pour mon corps ou non? Oui. Fait que c'est sûr que le message que je donne, c'est pas de on arrête de faire ça. Mais en même temps, quelques signes, c'est juste après ton entraînement ou la journée après, comment te sens-tu? Tu sens-tu bien, plus énergisé ou tu sens-tu comme vidé, comme vidé? Fait que c'est sûr, si tu sens plus vidé, c'est probablement un signe que tu devrais aller plus mollo. Mais c'est aussi de voir un peu l'image globale, au niveau de ton énergie, au niveau de ton cycle menstruel, au niveau de la gestion de poids, c'est quelque chose de pertinent. Fait que de voir un peu tous les différents symptômes et de voir un peu faire quelques expériences avec notre corps pour voir, OK, si, disons, à la place, je fais un HIIT une fois par semaine ou si je fais des autres intensités, mais plus comme un 15-20 minutes à la fois, puis après, je me focus plus sur des exercices de musculation ou plus low impact, basse intensité, pour voir si ça peut améliorer mes différents symptômes, ma capacité de bien dormir le soir, etc. Et de vouloir faire, de voir son corps comme un partenaire et de vouloir faire comme je disais, j'ai mentionné des expériences pour voir comment est-ce que mon corps répond, comment est-ce que je me sens. Donc, ça demande aussi une certaine intimité avec soi-même pour voir si ça peut aider. C'est sûr que moi, quand je rencontre des femmes avec des différents symptômes qui peuvent être liés à des débalancements hormonaux, je vais avec selon les symptômes, puis je vais focuser sur certains modes de vie spécifiques, comme plus particuliers ou spécifiques à leurs symptômes. Et après, je vais leur suggérer un certain plan visé sur ces modes de vie-là et voir comment est-ce que le prochain mois ou le prochain cycle menstruel se passe. Parce que pour ceux qui ont encore leur menstruation, sont capables de les avoir, les menstruations, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est comme un bulletin du dernier mois. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Non, je n'ai jamais entendu. Je suis excitée. Non, mais j'aime tellement ça pouvoir analyser. Parce que moi, je fais partie de ceux, puis là, je sais qu'on est dans un... Puis on n'est pas obligé là. Mais moi, j'analyse mon caca. Ah, OK.
j'aime savoir ce qui se passe à l'intérieur. Puis je suis comme, non, ça, c'était trop gras hier. Ce que j'ai mangé, je le vois, je le sais. C'est vraiment pertinent de... J'analyse. Moi aussi un peu, là. Mais là, le sang, vois-tu, je l'avais jamais vu comme ça. Mais les symptômes, dans tout ton cycle, avec tes symptômes que tu as eus, la quantité et tout. Oui, mais en fait, oui, exactement, la quantité, les différents symptômes à travers le cycle, La durée, la durée, exactement, OK. si ça vient comme trop tôt, en retard, ça peut nous donner beaucoup de signaux, like clues, pour voir comme comment est-ce que dans les derniers mois, comment est-ce que notre mode de vie a été. Tu sais, fait que une autre façon de le voir, c'est, disons, la médecine chinoise traditionnelle, on le voit comme un 6e signe vitaux. OK. Que vraiment, t'es comme, si quelque chose dans notre menstruation est comme off, il faut investiguer. Tu sais. OK. Et On est comme... on prend des notes. fait que je te donne l'exemple personnel pour moi. Ouais. C'est quand je vis un moment de stress, c'est plutôt élevé, mon cycle, il rallonge. C'est à la place d'être comme 30 jours, il va jusqu'à 42. Puis quand moi, personnellement, je documente mes différentes dates de menstruation que je trouve c'est une pratique que j'encourage beaucoup de femmes à faire pour vraiment bien connaître leur corps. Donc, le stress, je le vois très rapidement. Mais sinon, si la semaine ou des 10 jours avant mes menstruations, je mange beaucoup dehors, je dors pas bien, je mange des choses plus raffinées, j'ai mal, j'ai comme vraiment des crampes, c'est douloureux. C'est douloureux, je suis comme intolérable, mon mari se cache. Et tu sais, je le vois, puis je suis capable de bien comprendre, comme c'est pour ça que j'ai eu des règles comme ça. Et c'est très, par le manque de mots, le terme en français, mais c'est empowering, de pouvoir savoir comme, OK, si je fais ça... C'est une bonne traduction de ce mot-là. Ouais. Non, j'ai vraiment cherché sur Google comme empowerment, puis ils ont dit autonomie. Non, il y a de bonnes traductions. Il faudrait qu'on en invente une. C'est le côté empowerment de je comprends mon corps, je sais que si j'agis comme ça va produire ça. Puis c'est sûr qu'on ne veut pas tomber dans un peu le contrôle ou la peur de oh merde, j'ai bu un verre de vin, comme je vais avoir des mauvaises règles, je vais avoir le ventre. On ne veut pas nécessairement tomber dans ça, mais ça nous conscientise et ça nous permet de voir que par exemple, ça c'est complètement un autre sujet, mais adapter son mode de vie selon où est-ce qu'on est dans ces phases de cycle menstruel. Tu veux pas la période qu'on appelle lutéale, juste avant nos règles, on est naturellement plus tourné vers l'intérieur. Mais à cause de différentes raisons, la culture, société, on va dire oui à tous les événements, on va être full social, on va peut-être moins dormir, etc. Et on va un peu contre notre nature, d'où est-ce qu'on devrait être dans notre phase, et ça affecte notre humeur, ça affecte la façon qu'on vit nos menstruations, etc. Donc, je ne me souviens pas exactement comment je suis arrivée là, mais pour dire que quand on est à l'écoute de son cycle menstruel, quand on est capable de adapter ou faire des petits changements, ça peut tellement avoir une différence sur notre humeur, sur la façon qu'on voit notre cycle, à la place de quelque chose qui est comme « Oh, j'ai une menstruation », et ne veut pas dans la culture. C'est weird, hein? Mais je trouve que ma peau est clear. J'ai l'impression que tu vas être enceinte. Non. C'est sûr que quand on vient plus selon notre cycle menstruel, on optimise on optimise notre balance hormonale. Mais comment on fait? Excuse. Non, vas-y. Mais parce que je suis comme, comment on fait pour savoir, sachant que toutes les femmes sont différentes? Oui, à peu près, il y a une norme, là. On sait que ça doit tourner autour de 28, 30 jours ou tout ça. Mais comment qu'on fait pour savoir que, initialement, mon cycle à moi, Cathy, serait censé d'être de 28 jours, saignement temps abondant, pendant 5 jours. Tu sais, comment je fais pour savoir que... Parce que, exemple, ça fait des années que je suis... Comme là, je le disais tantôt, là, mon cycle est comme vraiment plus court. J'ai presque pas de sang. C'est parce que je suis débalancée ou c'est juste parce que je suis rendue là dans ma vie? Tu sais, je le sais comme pas. C'est quoi? Mais comment tu vas pouvoir mieux répondre, j'imagine. Mais en même temps, moi, quand j'ai arrêté, je prenais une application avec ma température le matin pour connaître le cycle. En fait,
sais, tu notes tout, tu as comme un calendrier de non seulement ta température le matin, mais tu peux mettre tes règles, comment ils ont été et tout. Et d'après moi, sur quelques mois, tu as une idée quand même de ce qui est régulier pour toi. Là. OK. Versus si ça change tout le temps, ben, peut-être que tu as un débalancement aussi. Là. Ouais. En effet. Non, c'est sûr que c'est important de voir les patterns de toi-même. Est-ce que d'une femme à une autre, ça va être différent. Fait et même les règles, ils disent des règles normaux, c'est entre 28 à 35 jours, mais l'optimal, c'est plus comme 28 à 32, etc. Donc, c'est sûr que si on est déjà dans la normale ou cet intervalle-là, bon, c'est rassurant, mais aussi de voir, comme Joanie disait, tous les autres symptômes. Est-ce que en passant, j'adore la technique de prendre sa température basale le matin, parce que ça nous permet de voir si on a ovulé, mais aussi ça permet vraiment de bien prédire la journée qu'on va avoir nos règles. C'est vraiment une bonne façon de créer une certaine intimité avec son corps. Et sinon, pour revenir à ta question, les saignements, c'est vraiment entre 3 jours puis 7 jours, c'est environ la moyenne. OK. Et au niveau de l'abondance, j'ai oublié la quantité exacte en ml. 1 ou 2 Diva-Cup par jour. Oui, mais c'est sûr, au début, ce serait probablement plus comme 2 Diva-Cup, ou si certaines personnes 3. Puis à fur et à mesure, c'est sûr que ça s'éclaircit. Oui, tout à fait. Puis est-ce que ça a nécessairement un lien ou une connexion avec ma fertilité, la quantité de sang que je peux évacuer? Oui et non, parce que, disons, si on regarde l'extrême, les saignements abondants, souvent, ça, c'est causé par un débalancement ou un excès d'estrogène versus progestérone. Et quelques raisons pour ça, c'est soit la personne n'a pas ovulé, donc il n'y a pas eu un œuf qui a été relâché. Et ça, disons, ça pourrait indiquer qu'il y a un certain problème avec la fertilité. Parfois, c'est un problème au niveau de l'élimination, donc toi qui parlais de tes selles, c'est très important d'avoir des selles régulières parce que ça nous permet d'éliminer les excès d'estrogène. Et on va éviter ce excès extrême d'estrogène versus progestérone qui peut mener à les syndromes prémenstruels très intenses ou les menstruations douloureuses, etc. Fait que si on regarde de l'autre côté, des règles qui sont très pâles ou peut-être un cycle très court, parfois ça peut indiquer qu'il n'y a soit pas eu assez d'estrogène ou peut-être il n'y a pas eu assez de progestérone. Donc là, je sais que ma réponse est vague. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Ben oui, on a des façons de le mesurer à travers des tests de sang à des moments très spécifiques. Souvent, quand on va aller chez le médecin, il va vraiment capturer comme un peu les niveaux d'hormones au jour 3, au jour 4 de ton cycle, puis après peut-être au milieu du cycle pour voir si tu as ovulé. Ça pourrait quand même te donner quelques indications, disons, peut-être beaucoup plus spécifiques. Sinon, on peut aussi aller avec les symptômes. Et si je reviens un peu à la conversation qu'on avait au début de voir le mode de vie, c'est toujours, en tout cas dans ma pratique et ceux de beaucoup d'autres naturopathes ou ceux qui pratiquent plus une approche holistique, on revient toujours au mode de vie avant. Parce que même si on a les tests de sang, quelque chose qui peut nous indiquer, oui, ça va peut-être nous mener à focuser plus sur une piste, mais veut pas, ça reste que balancer notre sucre, s'assurer qu'on a nos nutriments qu'on a besoin. On n'a pas parlé de ça, mais l'élimination, aussi les produits qu'on utilise, s'assurer qu'ils n'ont pas des perturbateurs endocriniens qui peuvent interférer avec notre fertilité ou notre cycle en général. On va toujours revenir à ça. Quand même, ça en fait des choses à checker. Si jamais on parle d'un peu plus les raisons de consulter en physio-périnale, c'est sûr que l'accouchement, c'est un des plus grands... L'accouchement par voie basse, vaginale, surtout. Pas que la césarienne est complètement protectrice, mais c'est sûr que le plus gros facteur de risque pour un plancher pelvien, moi je l'appelle comme le ultra-marathon, l'ultra-épreuve d'un plancher pelvien dans une vie, c'est l'accouchement par voie basse, l'accouchement vaginal. Donc, ceci dit, c'est pas tous les accouchements qui sont pareils. Moi, je pense qu'après un accouchement vaginal, toute femme aurait avantage à pouvoir être vue par une ou un physio en rééducation périnéale. Mais surtout, si on a des facteurs de risque qui nous dit que
probablement on a eu plus d'impact au niveau de notre plancher pelvien si on a poussé pendant plus de 2 heures ou si on a un accouchement très, très, très rapide, si on a eu une déchirure de grade 3 ou 4. Fait que pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi une déchirure de grade 3 et 4, ou 4, c'est que... Stéphanie ressort son bassin. Je ressors mon bassin. Je vais expliquer le mieux possible verbalement aussi, mais lors de l'accouchement, au niveau du périnée, donc le périnée étant le point central ici qu'on voit au niveau du plancher pelvien, donc la jonction vraiment entre l'anus et l'entrée vaginale. Chez l'homme, ce serait entre l'anus et la base du pénis, le fameux périnée. Donc, si on a une déchirure de grade 1, c'est qu'on a eu une petite déchirure plus au niveau de la muqueuse. Grade 2, on est venu atteindre le périnée. Grade 3, on est dépassé pour vraiment venir atteindre au niveau du sphincter anal. Et grade 4, on a une déchirure qui est venue comme à travers le sphincter anal. Des fois, ça monte en haut aussi, là, sur les lèvres, les grandes on peut avoir des déchirures plus superficielles. On peut avoir des déchirures des fois qu'on appelle en étoile, vers le haut, plus vers l'urètre, vers le clitoris. On peut avoir des déchirures internes. Mais le grade 3... Mais c'est pas pour faire peur, c'est pour expliquer. Puis après ça, c'est vraiment pour dire que c'est sûr qu'une déchirure de grade 3 ou 4 nous indique quand même, et souvent liée à justement une poussée plus longue ou une utilisation de forceps. Fait que c'est tout comme de prendre en compte. Si j'ai eu un bébé qui pesait 9 livres et demi, j'ai poussé 2 heures, on a utilisé des forceps, etc. Quand j'évalue peut-être mes facteurs de risque, même si sur le coup, je ne sens pas de symptômes particuliers, c'est peut-être une bonne chose d'aller quand même faire vérifier avec une physiothérapeute en éducation périnée. J'aimerais que tu compares ça avec un marathon, l'accouchement, parce que c'est souvent ça, je me dis aussi, tu sais, moi, j'ai l'intention d'aller consulter avant, après, mais je me dis, tu sais, si j'avais à courir un marathon, je n'irais pas sans échauffement, sans préparation. Tu sais, je me lancerais pas comme, ah oui, c'est vrai, demain, je peux courir un 40 km. Et je vois ça un peu comme ça. Puis même chose après, tu sais, comme le monde qui fait souvent des marathons vont avoir des consultations avec des physios, des ostéos et tout. Donc, c'est de prendre soin d'un muscle, on le voit moins parce que c'est pas nos biceps, là, mais il est très important. Puis à long terme aussi, il est très important. Là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je trouve ça super encourageant parce que là, ça fait au-dessus de 15 ans que je pratique. Puis ça n'arrivait pas, là, il y a 15 ans, de voir des gens un peu en prévention. Puis maintenant, c'est comme une grosse partie de ma clientèle, c'est des femmes qui vont venir avant l'accouchement dans le but de s'informer, s'éduquer, se préparer, se empowerer. Tu sais, je veux dire, j'adore ça. C'est sûr que... Prendre possession de leur corps puis de leur pouvoir. Vraiment. Fait que je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que ça me fait juste penser, parce que tu parles de déchirure, est-ce que c'est arrivé que tu as vu des cas de cicatrices qui ont mal viré, de points, ça doit arriver quand même souvent. Oui, c'est pas la majorité, c'est pas tous les jours, mais c'est sûr qu'il peut se passer plein de choses inattendues ou pas le fun au niveau de la guérison du corps. On peut pas planifier, on sait pas comment ça va se passer, qui va bien guérir, qui va moins bien guérir, etc. Mais tu sais, juste aussi pour... moi, j'aime ça, essayer de véhiculer... aussi d'essayer de réduire aussi l'anxiété et la peur envers les problématiques de santé pelvienne, parce que je trouve que ces jours-ci, avec les réseaux sociaux, c'est super bon. Ça permet de démocratiser l'information, de répandre de l'information. Mais des fois aussi, quand il y a trop d'informations, on ne sait plus quoi croire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Il y a beaucoup de sensationnalisme, il y a beaucoup de... on essaie d'attirer l'attention. Fait que une des choses que j'essaie de dire, c'est qu'au niveau du plancher pelvien, il y a beaucoup de problématiques, oui. C'est fréquent, oui, mais la plupart des gens s'améliorent et la plupart des choses, on est capable de venir avoir un impact positif puis regagner une qualité de vie. On n'est pas capable, je sais que des fois c'est une question, est-ce que je peux retourner comme avant? Est-ce que les choses sont réversibles? Bien, la réponse, c'est non dans le sens physiologique de la chose. On vieillit, c'est comme dire, est-ce que je peux retourner en arrière puis faire en sorte que ce qui s'est passé se passe pas? Ben non, on vieillit, on avance vers l'avant. Il y a des solutions. Il y a des solutions pour traiter les symptômes, pour que les gens puissent être mieux dans leur corps, améliorer le bien-être, améliorer la qualité de vie. Fait que, est-ce que moi, à cause que ça fait 15 ans que je pratique puis que je vois des difficultés au niveau du plancher pelvien, j'ai pas envie moi-même d'avoir un accouchement? Non, pas du tout. Est-ce que je vais avoir les mêmes craintes? Vous avez eu le podcast sur la grossesse, les peurs en lien avec la grossesse. Est-ce que j'ai les mêmes craintes que toutes les autres femmes? Oui. Mais est-ce que ça m'empêche de vouloir peut-être avoir un accouchement par voie basse? Non, parce que je vois aussi tout le positif qu'on est capable de faire par la suite.
Ouais. Mais tu sais, là, on parle beaucoup justement de tout ce qui est accouchement. On a parlé des fuites urinaires. Brièvement, parce qu'il y a plusieurs enjeux justement à ne pas prendre soin de son plancher pelvien. Les douleurs pendant les relations sexuelles, ce qui est vraiment fréquent, là. Vraiment fréquent, puis on en parle peu. C'est en lien avec, probablement aussi, il peut y avoir d'autres raisons, on s'entend, mais ça peut être un problème relié au plancher pelvien. Tout à fait. Fait que tout à l'heure, j'ai parlé de fonctions un peu plus urinaires, un peu plus d'élimination au niveau du plancher pelvien. La sexualité est vraiment un rôle, une fonction au niveau du plancher pelvien. Donc, autant que notre plancher pelvien, là, je vais revenir encore vers mon bassin, puis je vais montrer plus la musculature superficielle du plancher pelvien. La musculature ici qui entoure l'entrée vaginale chez la femme, qui longe l'os pubien ici. En fait, ce qui est caché en dessous de ça, là, on voit juste le petit bout, mais ça, c'est le type du iceberg. Donc, ce que je suis en train de pointer, c'est le clitoris. Et là, je vous amène quelque chose de vraiment... Mais c'est pas un squelette, mais c'est vraiment... Je sais, tu vas montrer la grosseur réelle du clitoris. Donc, ça, c'est un clitoris en 3D. C'était un cadeau que j'ai reçu. C'est un cadeau très précieux. J'y fais attention, là, il est comme dans sa petite boîte, là. Mais dans le fond, ce qu'on voit, là, ici, sur mon bassin, le petit bout, le petit piton ici, c'est vraiment juste le petit bout du clitoris. Mais le clitoris, l'organe, est enveloppé à l'intérieur de la musculature là, qu'on voit pas ici. Donc, en fait, le plancher pelvien a un rôle très, très important dans la sexualité, dans l'excitation, dans l'orgasme. Le plaisir. Et là, je parle de la musculature plus chez la femme, mais en fait, chez l'homme, les muscles qui entourent l'entrée vaginale ici vont entourer la base du pénis. Donc, c'est les muscles de l'érection, c'est les muscles de l'éjaculation. On voit ici des glandes, en fait, qui sont entourées aussi des muscles du plancher pelvien. Donc, la lubrification vaginale peut être affectée positivement ou négativement aussi par la santé du plancher pelvien. Donc, il y a comme vraiment c'est son rôle important la sexualité pour avoir une sexualité, une bonne sexualité, on va dire. Par contre, le plancher pelvien, donc je vais poser mon clitoris, mais je vais le montrer à la caméra. Donc, encore, c'est important de venir regarder aussi les vidéos. Alors, on va le mettre de côté. Mais elle te le laisse en cadeau à la fin. J'aimerais Je vais le faire tirer tout le monde. Prenons des photos, mettons-les sur les Instagram. Non, mais moi, je fais par rapport, parce que c'est intéressant de savoir ça par rapport au clitoris. Moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que je savais pas que c'était aussi gros que ça. C'est gros, là. Ouais. Puis, je lisais sur l'orgasme, quand on dit qu'une femme a un orgasme vaginal, dans le fond, c'est à cause de la friction. Ouais. Fort probablement. C'est ça. C'est ce qu'on pense. Ouais. C'est quand même l'organe du clitoris. Exactement. Oui, ça pourrait. C'est tellement intéressant. J'étais comme... Oui, fait de dire, es-tu vaginale ou clitorisienne dans les faits? C'est parce que moi, j'ai tendance, je suis clitoridienne, tu sais. En même temps, c'est ça. Oui, exactement. Donc, pour en revenir à la sexualité puis les douleurs durant les relations sexuelles, en fait, qui était le sujet de ma thèse de doctorat. Donc, j'ai vraiment... je connais beaucoup de choses sur le sujet, mais... dans le fond, c'est que le plancher pelvien peut aussi être impliqué de façon, on va dire, négative dans la sexualité et être source. Je dis source, je dis pas cause, parce que ça veut pas dire que c'est le seul facteur, encore une fois, mais peut être source de douleur ou venir exacerber quand même quelque chose déjà présent. On peut juste imaginer rapidement que si mes muscles ici qui entourent l'entrée vaginale sont très tendus et j'ai de la difficulté à relâcher la musculature, c'est sûr qu'au moment, là, on parle vraiment de relations sexuelles avec pénétration. On était en train de parler de ça, mais on s'entend que la sexualité, c'est pas juste ça. Ça peut être inconfortable ou douloureux d'avoir une pénétration parce que la musculature est très serrée. Ça peut venir créer des frictions, des inconforts. Et là, il y a comme un cercle vicieux qui s'installe parce que je suis tendue, donc c'est inconfortable, donc je me contracte un peu plus, donc j'ai plus mal, donc je me contracte un peu plus. Fait que là, on a vraiment un cercle de douleur, contraction musculaire, réaction de protection des muscles qui s'installe. Puis souvent, dans le fond, en physiothérapie, entre autres, on est vraiment... la physiothérapie en rééducation périnale est une j'allais dire ligne directrice, c'est pas le bon mot, mais une des approches, en fait, de première ligne pour les douleurs durant les relations sexuelles qui sont de causes non médicales. Parce que là, on pourrait rentrer dans toutes les causes médicales ou douleurs aussi durant les relations sexuelles. Tu sais, s'il y a une infection vaginale, c'est sûr que c'est peut-être pas confortable d'avoir une relation sexuelle à ce moment-là. Mais là, on parle vraiment de quand le plancher pelvien semble impliqué dans la cause de la douleur en physio-périnéale, on va travailler vraiment à la détente, le relâchement, la connexion au plancher pelvien pour parvenir à détendre pour que, là, on parle encore de la pénétration, soit plus confortable
pour briser ce cercle vicieux-là, moi, j'ai installé plutôt un cercle vertueux à ce niveau-là. C'est sûr que là, il y a toute la conversation sur la lubrification vaginale, sur justement pas passer à la pénétration trop rapidement, les préliminaires. C'est sûr que souvent, on travaille en combinaison avec des sexologues, avec des... tu sais, on travaille en multidisciplinaire souvent quand on parle de douleurs durant les relations sexuelles. Est-ce que quelqu'un qui fait un changement de sexe va travailler en physio-périnéale? Oui. OK. Oui. Donc là, il y en a des gens qui sont vraiment en train de développer des expertises. Il y a de plus en plus de formations continues aussi pour post-chirurgie, dans le fond, savoir comment travailler avec les gens qui ont eu une chirurgie pour une réassignation de sexe. Est-ce que t'en fais, toi? Moi, j'en ai pas encore vu dans ma pratique clinique. Donc, j'ai fait une couple de petites formations pour apprendre, dans le fond, comment travailler avec les gens, mais c'est pas encore arrivé. Fait que, mais je pourrais, tout à fait. Donc, on voit vraiment des personnes de tout sexe, tout genre. C'est comme, il y a assurément. pas... Parce que là, c'est sûr qu'on a un squelette bassin féminin. Oui. Mais c'est très pertinent pour l'homme aussi. L'homme aussi peut avoir des douleurs pendant une relation sexuelle. Tout à fait. Puis en fait, une des raisons, en fait, c'est que le bassin que j'ai dans les mains, là, c'est un des modèles qu'on peut acheter le plus facilement. Puis la plupart des physios ont quasiment ce modèle-là. Mais les modèles pour hommes ou autres ont pas été... on n'en a pas un qui est aussi facile à manipuler. Ils sont beaucoup plus chers. Donc, c'est comme... Il y a un manque là, de modèles anatomiques. Là. Il faut plus de différents modèles anatomiques pour que je puisse arriver avec encore plus d'outils au podcast la prochaine fois. Mais les hommes peuvent avoir des douleurs. C'est un gars, carrément. Oui. On va le coucher. Il était caché dans le divan tout ce temps-là. Fait que là, il va falloir avoir des volontaires. Osman. Mais dans le fond, l'homme peut avoir des douleurs au moment de l'érection, au moment de l'éjaculation, post-éjaculation, des douleurs périnéales, des douleurs au niveau testiculaire, au niveau du pénis, tout dans les mêmes régions, dans le fond, aussi, que la femme. Puis des douleurs aussi, il faut juste mentionner que les douleurs au niveau de la région du plancher pelvien, c'est pas juste durant les relations sexuelles, puis c'est pas juste durant les relations sexuelles avec pénétration. Donc, on peut avoir des douleurs au repos, des douleurs qu'on va dire non provoquées. Donc, je peux être assise et avoir des inconforts au niveau anal, au niveau du périnée, au niveau de la région vaginale, au niveau de la région vulvaire. Donc, c'est pas obligé d'être provoqué. Et après ça, on peut parler aussi pour les gens qui n'ont pas de relation avec pénétration, ça peut être des douleurs aussi durant les examens gynécologiques, l'insertion de tampons, de coupes menstruelles, c'est tout ce qui peut impliquer aussi la pénétration, mais que c'est pas une activité sexuelle en soi. Fait qu'il y a beaucoup de facettes à la douleur dans la région du plancher pelvien, mais il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça, C'est en fait. Ouais. Puis, non, vas-y. Je m'avais demandé, en fait, parce que, tu sais, on peut, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant 4 heures de temps. C'est parce qu'on n'en a pas assez parlé dans notre vie, clairement. Clairement, il y a clairement un manque. Question, on est comme là, genre... Madame? Oui, j'adore ça, c'est correct. Mais je me demande, c'est justement, tantôt, on a parlé, qu'il peut y avoir des répercussions lors de l'accouchement ou autre. Y a-t-il des choses quotidiennement? Là, tu parlais de la façon qu'on est assis ou autre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de maintenir une bonne santé pelvienne? Oui. Bien, en fait, moi, je vais proposer... Il y a tellement de choses que je pourrais dire, là, OK? Fait que là... Ou des choses à ne pas faire. Vas-y. Ouais, là, on dirait que mon cerveau, il fait comme tout. Tu sais, comme il y a tellement de choses. Parce que ça par rapport à ça, puis c'est juste parce que moi, depuis tantôt, c'est ça que je voulais dire, je remarque que t'as pas les jambes croisées, que nous, on avait toutes les jambes croisées. Est-ce que ça a un lien? C'est sûr que oui, c'est sûr, ça fait des tensions. Moi, mon chiro, il me dit, si t'as pas les jambes croisées, c'est pas bon. C'est sûr que je suis hyper consciente de ma posture parce que, comme pendant 8 heures par jour, quand je travaille en clinique, je suis en train d'éduquer les gens sur la posture. Ouais. Puis je vais arriver... Tu trouves la merde? Puis c'est vraiment... Puis aussi, c'est parce que je deviens aussi hyper sensible moi, en fait, je suis quelqu'un qui a vraiment de la misère à rester assise. Là, je le fais pour le podcast, mais normalement, je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de bouger. Je peux pas rester assise sur place. Ça te crée des tensions. Ça me crée des tensions. J'ai un inconfort quand même assez rapidement. Puis souvent, on me demande justement, c'est quoi la meilleure posture? Dis-moi exactement c'est quoi la meilleure posture. En fait, la meilleure posture, la meilleure position, c'est la prochaine. Là, le monde me regarde, mais ça veut dire bouge souvent. Fait qu'il y a pas... Oui, effectivement, si je suis... Là, je vais essayer de... Si je suis comme ça... C'est drôle parce que je te trouve pas naturelle. Non, c'est ça. Mais là, je l'exagérais, mais... Non, mais je te vois jamais avec les jambes croisées. Mais ça m'arrive, là. Mais j'ai pas vu, en tout cas, depuis que t'es assise. Ça l'aidait d'avoir mon bassin. C'est comme si c'était un outil pour... Mais j'ai une amie ostéo qui est jamais les jambes croisées et toujours assise de la même façon, bien
90, bien posé. Mais je suis pas parfaite, là. Je suis pas tout le temps assise comme ça. Des fois, je parle avec mes clientes dans le bureau, puis tout d'un coup, je vais dire, regarde, comment moi je suis assise, puis souvent, je vais quand même avoir la jambe croisée, je vais être comme ça, mais je change constamment de position, tu sais. Fait que c'est pas... Là, ça donne que vous m'avez Fait que ça, c'est une façon de prévenir. C'est une façon de prévenir. De bouger constamment et de changer sa posture. Comme je disais, il n'y a pas de preuves, là. On n'a pas fait une étude. OK, les personnes qui sont assises comme ça tout le temps, puis tout, mais normalement, je vais y arriver, là. Ce que je veux parler, c'est de la respiration. On a parlé des fonctions du plancher pelvien. La dernière fonction dont je voulais parler, c'est une fonction qui n'est pas complètement directe, mais c'est la respiration. Puis c'est pas parce que notre plancher pelvien nous fait respirer, c'est clairement notre diaphragme respiratoire, nos poumons, etc. Mais il y a un lien avec la respiration. Et donc, il y a un lien avec la posture. Parce que le plancher pelvien, puis là, ça va être, c'est pas évident à expliquer, là, mais le plancher pelvien, c'est le bas. Notre diaphragme respiratoire, c'est notre toit. C'est en haut. Ils sont comme ça. Ils sont un au-dessus de l'autre. Et quand on inspire, l'air rentre dans les poumons et le diaphragme respiratoire descend naturellement, parce qu'il faut qu'il y ait de la place. Le plancher pelvien devrait descendre et, en guillemets, se relâcher vers le bas quand on inspire. Et notre abdomen devrait sortir. Et quand on expire... J'adore ça parce que Rose a fait ses respirations. Oui. Quand on expire, c'est le contraire. Mon diaphragme respiratoire va monter pour faire sortir l'air et mon plancher pelvien devrait remonter, être tiré un peu, en fait, par le changement de pression intra-abdominale. Fait qu'il bouge normalement. Il devrait bouger en même temps. Et mon abdomen, à l'inspire, sort et revient à l'expire. Par contre, si je suis comme ça, essayez de respirer avec un bon mouvement abdominal puis un bon mouvement tout court. D'avoir une posture rétractée par l'avant, là, c'est pas idéal. Si je suis... Bien là, puis on donne cet exemple-là, mais je pourrais vous donner plein d'exemples debout, plein d'autres exemples de posture, mais toute posture qui va amener une restriction au niveau de la respiration va par défaut amener une restriction au niveau du plancher pelvien. Donc, dans la posture, il y a aussi la posture prolongée, fait qui amène à un moment donné le plancher pelvien, il dit « Ah, ben on est tout le temps assis comme ça, je bouge jamais trop. » Et donc, je vais me rétracter. C'est comme être dans le plâtre longtemps. Quand tu es dans le plâtre, à un moment donné, tu sors du plâtre, puis tu sais, comme il y a une rétraction au niveau des muscles parce que les tissus ont comme fait « Ah, ben on n'avait pas besoin d'être aussi mobile ou aussi long, on va se rétracter comme ça. » Fait qu'il y a de bouger. Mais après ça, il y a aussi, si je suis dans des positions qui favorisent ma respiration, ma mobilité, bien, ça va avoir un impact positif sur mon plancher pelvien. Fait que notre façon de respirer, si à l'inverse, je suis pas quelqu'un qui respire puis que mon ventre sort puis que mes côtes s'ouvrent quand j'inspire, mais je fais plutôt l'inverse. Donc, je rentre le ventre en inspirant. Bien là, je suis en train de tirer mon plancher pelvien vers le haut en inspirant, puis le pousser. Puis c'est sûr que vous avez eu ça à un moment donné dans votre vie. C'est sûr que vous avez vu des gens respirer comme ça. En danse, je le vois. En danse, on faisait ça. Il y a des déformations professionnelles. Oui. Oui, en danse, en gymnastique, en patinage artistique. Jamais, en fait. Inspiration, il faut pas que ça sorte. C'est ça, il faut tout le temps être rentré. Fait que c'est un problème parce qu'automatiquement, ça fait en sorte que ton plancher pelvien, il est tiré vers le haut et tout le temps dans une position d'élévation. Parce que, je ne l'ai peut-être pas dit encore, mais le plancher pelvien, quand on relâche, devrait descendre, s'ouvrir, pas genre s'ouvrir, mais juste comme être dans un état de repos. Et quand on contracte, il devrait se fermer et remonter pour fermer la porte et remonter les organes pelviens. Donc, c'est le mouvement naturel. Mais si je respire à l'envers... Dans la poussée, la respiration, 100%. Genre... Je trouve ça tellement mal représenté souvent dans les films, les poussées, là, c'est comme la fille force sur ça. C'est justement non de rester calme, de respirer, puis juste de penser à relâcher dans la douceur et non dans la contraction. Il n'y a rien qui va se passer. Là, tout à fait, tout à fait. Tu sais, j'ai beaucoup de femmes que je vois, comme je disais tantôt, en préparation à l'accouchement, en prévention avant l'accouchement. Puis... celles qui ont déjà eu, celles qui ont déjà accouché par voie basse me disent, mais quand on m'a dit comment pousser, j'avais aucune idée qu'est-ce qu'on était en train de me dire. Ouais. Puis en plus, avec ma péridurale, je chantais rien, puis je savais pas qu'est-ce qu'il me disait. Puis je faisais ce que je pensais qu'il fallait que je fasse, mais je savais pas. Puis souvent, quand on pratique, une des choses que je pratique avec les clientes avant l'accouchement, c'est juste à se connecter à c'est quoi contracter, c'est quoi relâcher, c'est quoi pousser, pour qu'elles sachent quel message envoyer à leur corps. On n'est pas en train de prévoir exactement comment tu vas accoucher, quelle position, mais c'est une question de connexion au corps. C'est une question de se sentir plus confiante et plus connectée, puis être plus
disposer, dans le fond, lors de l'accouchement, de te mettre dans une position de savoir, de te sentir confiante, de savoir de quoi on parle. Puis c'est tellement beau de revoir mes clientes parce que la plupart que je vois avant, je les vois après. Puis qui me disent, tu sais, dans le fond, ma validation, c'est elle qui m'a donne parce qu'elles vont me dire, ça m'a tellement aidé. Oh my God, j'ai pensé à toi durant mon accouchement. Tu sais, c'est là que j'ai ma validation puis que je sais qu'est-ce que je fais vaut la peine. Mais tout à fait, la respiration est comme... Moi, c'est la fondation, mais c'est la chose qui apparaît à travers tout. S'il y a un lien avec toutes les conditions de santé pelvienne, puis avec toutes les façons de maintenir une bonne santé pelvienne, c'est by far, là, c'est la respiration. Tu as fait une formation spécifique en lien avec le cycle hormonal. Oui, ça s'appelait le féminin sacré. Le féminin sacré. Deux Françaises qui donnaient ça. J'ai découvert ça en 2019. Mais ça consiste à quoi, une formation là-dessus? Tu sais, outre, OK, on décortique les cycles, mais c'est quoi que tu apprends exactement là-dedans? Bien, cette forme, là, il y a plein... Il y a plein d'affaires. Ouais, okay. Moi, je suis une grande fan de formation. Évidemment. En plus, t'en donnes, tu sais. J'en donne aussi, mais c'est que je trouve que à l'école, on nous apprend à lire, à écrire, à compter, mais on nous apprend pas à vivre. On nous apprend pas à habiter notre vie, à être heureux. Il y a comme plein de choses, en fait, qu'on n'apprend pas. Absolument. Dans notre parcours, qui sont tellement primordiales, autant selon moi qu'écrire puis lire. Tu sais, je veux dire, être bien, c'est-tu la base? On peut-tu apprendre à être bien? Fait que j'en ai fait plein de formations, mais cette formation-là, c'était une formation sur le féminin sacré. Puis justement, tu sais, c'était vraiment tu sais, le documentaire sur la révolution du féminin, du cycle menstruel, c'était un petit peu de prendre... Bien là, ça a été mon premier pas. Là, après ça, j'ai vraiment plongé là-dedans. J'ai lu des livres. Puis j'ai fait un cheminement moi-même, puis j'ai fait plein de liens. Je me suis observée beaucoup. Puis... dans le fond, qu'est-ce que tu apprends? Bien, tu sais, dans le documentaire, j'ai un peu démocratisé mes réflexions puis mon cheminement des dernières années là-dedans. Fait que premièrement, ben c'est ça, démocratiser qu'on a vraiment du féminin et du masculin, que les deux sont importantes. Puis l'importance de ramener cette dimension féminine-là. Puis le cycle menstruel en soi, ben on peut parler peut-être des 4 phases. Parce que là, on en parle un peu, mais pour du monde qui ont... Ben même moi, en fait, j'ai lu puis j'ai déjà oublié parce j'ai jamais été en profondeur. J'ai gardé ça pour toi, Joanie. Mais parfait, puis... Tu sais, je t'invite vraiment à t'observer. C'est vraiment intéressant. Tu sais, il y a des applications comme l'application Flow que tu peux vraiment observer à chaque jour de ton cycle. Puis, tu vas voir, là, il y a vraiment une signature cyclique. On revit les mêmes genres de phases. Est-ce que tu dirais que c'est impossible de faire cet exercice-là? Mettons, une femme, j'entends déjà les voix que la pilule. Soit la pilule, mais... Tu sais, juste quelqu'un qui n'a pas un cycle régulier, ça doit être plus complexe. Mais c'est ça. Ceux qui ont la pilule, ça nous amène, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus pour les femmes qui ont... ceux qui ont un cycle irrégulier, en fait, je vais démocratiser les 4 phases. Puis après ça, il y a plein... Justement, tu sais, ça peut être... Tu peux te connecter à tes saisons intérieures aussi, mais... Même le cycle irrégulier, tu suis quand même un processus cyclique parce que tes hormones font quand même le même genre de trajet, c'est ça. Fait que quand tu es dans ton hiver, donc dans ta phase menstruelle, c'est vraiment un moment où c'est comme un grand nettoyage, ton corps se clean, c'est comme une grosse détox. Fait que c'est normal d'être fatigué. C'est normal d'avoir plus de difficultés à se concentrer dans cette période-là. Dans le fond, il y a comme des archétypes aussi dans le féminin sacré, tu sais, puis ils disent beaucoup que cet archétype-là, c'est la femme sage. Fait que ça nous amène à ralentir, à prendre le pas de la grand-mère. Tu sais, d'adopter un rythme plus doux. Puis, en ralentissant, ce que ça fait, c'est que tu es beaucoup plus connecté à ton intuition. Notre intuition est vraiment plus affinée aussi dans cette période-là. C'est plus facile de juste... d'être connecté à notre intuition. Si on a des grandes décisions à prendre, on attend d'être dans nos règles. Oui, ou des visions. Tu sais, supposons-moi avec l'entrepreneuriat, avec mes documentaires, cette semaine-là, je mettais pas trop de choses dans l'horaire pour vraiment être comme, OK, tu sais, dans la création, qu'est-ce que ce documentaire-là doit raconter? C'est qui que je dois interviewer? Tu sais, d'être vraiment plus dans les visions, dans l'accueil de... C'est ça, de la créativité, en fait. Oui, absolument. Je trouve ça intéressant que tu fasses le lien avec l'entrepreneuriat, oui. C'est comme de la créativité, mais ça peut être pratique de le mettre justement pour le travail. Pour le travail aussi, puis même dans le travail, ce qu'on voit, parce que là, il y a vraiment, tu sais, moi, quand j'ai commencé en 2019, on n'en entendait quasiment pas parler, puis là, maintenant, ça se démocratise. Il y a même une autre série, il y a mon documentaire, mais il y a aussi la série SPM qui est sortie
dans les dernières semaines sur tout.tva. Mais c'est vraiment hot, là. C'est comme on arrive les deux avec nos... Puis d'après moi, c'est un gros sujet chez les femmes cette année. Mais justement, tu sais, de prendre soin de soi dans cette période-là. Puis moi, ce que je m'offre, je vais souvent prendre une soirée. Je fais ma petite tente rouge. Puis là, c'est quand même mes enfants le savent. Mon chum le sait. Mon chum, il prend la relève cette soirée-là. Puis moi, je me fais ma petite tente rouge dans mon bain. Je fais des choses juste pour prendre soin de moi, pour m'offrir de la douceur. Puis une fois par saison, dans cette phase-là, je m'en vais 3 jours dans le bois. Puis les meilleures idées pour pastel fluo, je les ai eues dans ces moments-là. Parce que quand tu es tout le temps dans l'action, t'as pas d'espace, tu vois moins clair. Tu peux pas, en fait. T'es comme collé sur l'arbre, tu vois pas la forêt, tu sais. Donc, fait que d'utiliser ça... Fait que oui, t'es plus fatigué. C'est normal, vraiment, de normaliser qu'on n'est pas comme... Des machines. Oui, qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas performante 365 jours par année et qu'on n'a pas à l'être aussi. Oui, surtout. Surtout ça. Oui, c'est ça. Donc, fait que moi, je m'en vais une fois par saison, je m'en vais dans le bois 3 jours, puis là, je prends soin de moi, je me nourris, là, c'est ça, tu sais, j'ai plein d'idées pour pastel fluo. Puis après ça, quand tu arrives dans ta deuxième phase de ton cycle, bien là, ton estrogène, elle augmente. Fait que là, tu as de plus en plus d'énergie. Puis là, la deuxième phase, c'est là que c'est le temps d'être en action. Là, tes idées sont claires. C'est la phase souvent qu'ils disent la jeune fille. Fait que tu as comme plein d'énergie. Tu as envie d'être dans le monde, alors que dans la première phase, dans ta phase menstruelle, tu as vraiment envie d'être à l'intérieur de toi. C'est important d'écouter ça. J'ai-tu envie d'être à l'extérieur de moi ou j'ai envie d'être à l'intérieur de moi, tu sais? Puis c'est vraiment une énergie très féminine, la phase menstruelle aussi, là, justement. On ralentit, on prend soin. Dans la deuxième phase, on organise, on planifie, on a envie d'être dans l'action, on a envie de faire plein d'affaires. Puis justement, je pense que c'est... Puis moi, c'est un de mes défis quand je suis dans cette phase-là. Puis surtout que je suis bien intense, bien passionnée dans la vie. Fait que, justement, tu sais, je changerais le monde à ce moment-là. Puis là, c'est de se dire, attends une minute, tu seras pas dans cette phase-là tout le temps. Tu sais, t'as pas cette énergie, cette quantité-là d'énergie tout le temps. Mais dans cette phase-là, elle est très confortable. C'est comme le printemps intérieur. C'est la renaissance. Tu renais de cet hiver-là, de ce moment où tu étais plus en repli vers toi. Là, c'est comme, tu es en expansion de plus en plus. Fait que tu as plein d'énergie. Fait que oui, là, c'est une phase super confortable. Puis après ça, tu arrives vers l'ovulation, la phase ovulatoire, dans le fond, qui, là, tu as plein d'énergie. Là, tu as ton pic d'estrogène. Donc, la vie est facile. Puis c'est vraiment comme si t'es en amour avec la vie. Dans cette phase-là, tout est plus facile. Quand t'es dans ton ovulation, t'as envie de faire l'amour, t'as envie d'être dans ton corps, t'as envie d'être dans ta sensualité. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de très féminin, justement, mais dans le corps, dans le... C'est comme t'es gorgé de vie. Tout est plus beau. C'est pour ça aussi, souvent, hein, notre chum, c'est le plus beau dans cette période-là. Ce qui n'est pas le cas dans la semaine d'après. Au contraire. Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'est le fun, ça. Tu flottes. C'est l'été, c'est l'abondance. Encore une fois, tu sais, si on regarde les saisons, en été, c'est la floraison, c'est la nature est vraiment à son paroxysme. Fait qu'on veut rester dans notre été, puis on a tendance même à s'accrocher à ça, tu sais. Puis après ça, la 4e phase, ben là, les hormones descendent. Puis là, tu as une montée de progestérone. Fait que là, t'es comme... C'est là que... C'est le tiraillement. C'est le tiraillement. C'est le chaos intérieur. Puis en même temps, moi, ma phase prémenstruelle, j'ai tout le temps haï ma phase prémenstruelle. Ah ouais? Ben, t'es à pic, tu sais, c'est vrai que je sais pas si je suis plus à pic, moi. Je me rends compte en raison de mes cravings alimentaires. Ah oui? J'ai comme j'ai un besoin de réconfort, j'ai besoin de sucrer souvent. Tu sais, on dirait que mon corps, il se prépare à avoir une chute. Mais dans mes émotions, je le sais pas. OK. Faudrait que je parle à mes ex. Je pense que des fois, je peux peut-être être plus sensible. Oui, on est plus pas nécessairement en crise, mais plus comme, tu sais, je suis à fleur de peau plus facilement, ou une petite chose peut venir déstabiliser mon estime. Là. Oui. Mais oui, on a une tendance à se comparer beaucoup. Moi, souvent, c'est cette phase-là où je doute beaucoup plus de moi. Puis en même temps, le grand cadeau de cette phase-là, c'est que tout ce qui te dérange dans la vie, tout ce qui est plus aligné, tu l'as en pleine face. C'est exacerbé. Puis souvent, c'est inconfortable parce que ça te demande... souvent, on n'a pas envie. Dans les autres phases, c'est plus facile de ne pas voir ça. Mais là, dans cette phase-là, souvent, c'est vraiment... là, c'est vraiment c'est même un cri de l'âme, cette phase-là, comme j'ai besoin d'être dans ma vérité, tu sais.
Puis là, ben tranquillement, c'est d'accueillir ça, puis d'écouter ça aussi, sans non plus prendre c'est pas le temps de prendre des décisions trop impulsives. Mais ça serait peut-être une bonne période de journaling. Ben oui, mais même journaling tout au long de s'observer, là. Puis, tu sais, justement, tu sais, puis même Madame Levary a fait un journal menstruel. Fait que vous pouvez vous écrire. Il y a Cynthia Emma qui est dans mon documentaire, justement, qui a aussi un journal qu'elle a créé. Donc, l'observation de soi. Puis après ça, ben là, tu retombes dans ta phase menstruelle, mais de voir, en tout cas, moi, ça m'a réconciliée aussi avec le fait que je suis cyclique, que tout est impermanent. Fait que quand je suis dans ma phase prémenstruelle, je sais que ça va passer aussi, tu sais, donc... Relativiser les choses, les petits drames du quotidien qui sont peut-être pas si graves que ça. Oui, mais en même temps, d'observer, supposons, il y a une période où, quand on est déménagé dans le Nord, on avait acheté une maison qui était vraiment un projet, là. Fallait toute la refaire, puis on a eu plein de soucis, le propriétaire était vraiment pas bienveillant avec nous, bref. Pendant 1 an et demi, j'ai pas eu de maison, puis on était comme des rénaux, puis il y avait comme... Puis une année, là, je me rappelle, à chaque fois que j'étais dans cette phase-là, j'avais tellement un besoin d'ancrage parce que j'avais pas de maison. J'habitais dans... Tu sais, on était comme notre famille au complet, dans l'appart de mon ami qui me passait sa maison comme de son appartement du lundi au jeudi. On redéménageait. J'avais pas ton safe place, là. J'avais pas mon ancrage, puis... je trouvais ça difficile. Une année, là, c'était comme... J'ai besoin d'être ancrée. Fait que, tu sais, tout ce qui nous dérange, tout ce qui n'est pas aligné, on l'a vraiment en plein visage, mais c'est tellement un beau cadeau parce que tu peux plus te cacher, là. Il y a vraiment... Voici mes besoins. Je dois travailler. Si, exemple, cette situation-là, tu n'avais pas eu de date ou de projet à venir d'une façon certaine, ben, il aurait fallu que tu travailles à trouver un ancrage, assurément. Là. Oui, puis après ça, c'est de le noter, de peut-être pas l'exprimer dans cette phase-là parce qu'on est vraiment plus impulsif, mais ou puis même de peut-être l'observer, tu sais, s'il y a des choses qui reviennent à chaque cycle. OK, ça fait 3, 4, 5 cycles là, que cette affaire-là, ou que mon chum, ou que, tu sais, cette relation-là, ou cette amitié-là, ou que, tu sais, il y a vraiment des choses que c'est clair que c'est plus dans un alignement. Après ça, dans une phase où est-ce qu'on a plus de bienveillance, comme la phase ovulatoire, où est-ce que là, on nomme les choses de façon vraiment plus... plus doux. Il y a plus de nuances. Mais là, ça peut être une belle phase pour l'adresser. Puis c'est toute la relation, la phase prémenstruelle, c'est toute la relation à l'inconfort aussi. Donc, tu sais, comment est-ce que je m'accueille dans l'inconfort? Comment est-ce que j'accueille ces émotions-là? Comment je peux même voir mes émotions comme des cadeaux? Tu sais, la colère, le message en arrière de la colère, c'est qu'on ne s'est pas respecté. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'on a de la colère, de voir, ben où est-ce que j'ai pas mis mes limites? Où est-ce que je me suis pas sentie respectée par les autres? Où est-ce que moi, je me suis pas respectée? Absolument. Puis, fait que, tu sais, d'apprendre premièrement à la vivre dans le corps, de la sortir, mais après ça, d'aller l'écouter puis de faire, OK, c'est ça le cadeau de la colère. Maintenant, comment je peux avoir le courage d'avoir des discussions qui demandent justement, tu sais, des discussions courageuses, mais de nommer les choses dans la bienveillance, dans l'écoute, mais d'oser nommer. Tu sais? Puis, puis l'inconfort, on est dans une société qui peut pas être inconfortable, même on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non, puis tu sais, je peux faire un beau lien avec mes deuils. Je veux dire, moi, quand pourquoi je suis capable de parler toute mon histoire de vie, c'est que j'ai vraiment plongé dans mon univers intérieur. Là. Je me suis vraiment... Les mois qui ont suivi, j'ai vécu 2 deuils périnataux à 2 ans d'intervalle, mais j'ai braillé là, pendant les mois qui ont suivi les deuils. Le temps n'était pas à faire, le temps n'était pas à donner, le temps était à prendre soin de moi, à vivre mes émotions, à faire confiance à mon corps aussi. Notre corps, c'est aussi, on est tellement dans notre tête que notre corps, il y a toute l'intelligence pour libérer les émotions. Fait que quand on vit une émotion, de juste respirer où ça fait mal, de regarder, OK, comment mon corps a besoin d'être positionné. Moi, j'avais beaucoup besoin de faire l'étoile, comme dans mes deuils, j'avais besoin de faire l'étoile à terre, puis là, l'émotion passait. Puis quand t'es vraiment dans ton corps, puis t'es pas dans ton histoire de pourquoi j'ai perdu un enfant, pourquoi, Se victimiser. Ou juste d'être dans l'histoire mentale, mais si t'es vraiment dans ton corps, souvent en 2 minutes, l'émotion est libérée, tu sais. Fait que c'est vraiment c'est de cultiver une ouverture aussi par rapport à nos émotions, de les laisser être. Puis plus qu'on laisse ce mouvement-là être, plus qu'on les laisse sortir, ben plus qu'on est en paix. Après ça, on goûte à la paix, ça reste pas pris, parce que c'est ça aussi qui se passe, là.
on veut pas les vivre parce qu'on n'a pas le temps. Tu cumules des choses. Ça se cumule, puis là, de moment donné, bang, ça l'explose sur les autres, ça l'explose sur tes enfants, ça l'explose... Puis on le voit présentement dans la société. Je veux dire, il y a pas beaucoup de bienveillance, tu le vois sur les réseaux sociaux, mais parce qu'on n'apprend pas à être bien. Fait que, tu sais, ça demande aussi une responsabilité, en fait. Ça nous entre vraiment dans notre responsabilité de s'asseoir là-dedans, de s'accueillir, d'apprendre à vraiment devenir sa meilleure amie dans la vie, puis de marcher un chemin de vie en étant connecté à qu'est-ce que c'est ça? Comment... J'aime ça que tu dises ça, de se responsabiliser dans ses émotions, parce que, étant une femme hypersensible, très éponge parfois, trop. Mais tu sais, j'ai appris, et c'est le travail d'une vie, ceci étant dit, mais j'ai appris à accepter que dans les réactions, tu sais, ça t'appartient. Ouais. Tu vois ça avec tes filtres. Ouais. J'écoute ton message, mais si je me sens pas interpellée ou si mes intentions étaient bonnes, j'ai assez de maturité puis de bienveillance envers moi-même et les autres pour être capable de dire ça m'appartient pas. Ouais. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que les gens agissent pour leur faire sentir du bien-être au lieu de « Hey, je suis responsable de mes émotions », tu sais. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes émotions, je suis responsable de mes choix. Ouais. Tu sais, on a l'impression de subir nos choix. On a toutes fait ces choix-là. Tu sais, demander, OK, là, c'est ça, ça demande vraiment de la responsabilité. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent pas. Puis, tu sais, je veux pas accuser qui que ce soit, là, probablement. Mais c'est ça, de s'éveiller en conscience par rapport à ça. Ouais. Faire, OK. Intéressant. Ouais. Tu sais, c'est pas pour, tu sais, inévitablement, c'est quand même nouveau, hein, de parler de ses émotions avec une telle ouverture, puis de vouloir aller creuser là-dedans, puis de trouver que de la beauté aussi. Ouais. Que je comprends que ça peut prendre plusieurs décennies encore avant que les gens aient envie de plonger là-dedans, puis qu'ils le fassent de façon, en termes de réflexe, là, tu sais. Mais je trouve ça, pour moi, à tout de moins, même si, exemple, je navigue dans un environnement qui évolue pas de la même façon ou à la même vitesse, peu importe comment qu'on veut le voir, ben moi, ça m'aide à tout de moins de gagner davantage de paix. Ben c'est ça, j'allais dire, c'est que ça t'amène à être en paix. Oui, puis, exact. En fait, c'est un chemin de où est-ce qu'on s'allège, où est-ce qu'on a une liberté intérieure. Puis ça, tu sais, tantôt on parlait, on court, mais crime, si on court puis on n'est pas bien... Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Puis, puis on court après souvent des accomplissements, on veut comme... Puis notre accomplissement, oui, OK, on se valorise par ce qu'on fait, mais est-ce que ça nous amène vraiment comme un bien-être profond, là? Oui, exact. Puis aussi, c'est d'accueillir que la vie n'est pas facile. T'sais, on nous fait comme croire à travers les réseaux sociaux. T'sais, on voit juste le beau, puis la vie n'est pas facile. On vit... Tu sais, on a tout... Ça se prend vraiment... Chacun, là, vraiment prend le temps de regarder, OK, voici mon histoire, voici ce que j'ai vécu, puis ce qu'on traverse aussi comme société actuellement, puis ce qu'on va traverser dans les prochaines décennies, qui va nous demander beaucoup de résilience. Tu sais, la résilience, moi, tu sais, à quelque part, je me dis, wow, je suis contente d'avoir vraiment appris à m'accompagner puis à cultiver une résilience à 30 ans, parce que on rentre dans des années... importantes. En termes de changement, là. Très importante et très... puis on le voit déjà, tu sais, ça brasse, là. Fait que c'est tellement important d'apprendre à se responsabiliser pour justement s'éduquer. Comment je m'accompagne là-dedans? Comment tu sais, que je marche vraiment en me tenant par la main, là. Même dans notre discours intérieur, d'observer notre discours intérieur. Est-ce que je suis en train tout le temps de me diminuer, de me comparer, de me dire « Ah, j'aurais dû en faire plus. Ah, j'en ai pas fait assez là. Ah, tu sais, on est souvent aussi notre première ennemie, là, tu sais. Donc, comment est-ce que je peux transformer le discours pour être comme dans l'amour, dans l'accueil de moi, puis pas dans la quête d'être parfaite, mais plus dans la quête de grandir, d'évoluer.